Par Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur général d'Ipsos France. Oui, l'Institut de sondage. Bonjour Alexandre Guérin. Bonjour Dimitri, Bienvenue merci de m'accueillir. Je vous en prie. Vous publiez ce matin, Alexandre Guérin, les résultats d'une enquête internationale menée par Ipsos sur la perception de l'inflation par les consommateurs dans 29 pays, dont la France. Alors il se trouve que l'INSEE va livrer son estimation provisoire tout à l'heure avant 9h pour le mois de mai en France. On prend peu de risques quand même à prédire que l'inflation n'aura pas disparu, Alexandre Guérin. Mais justement, où se situe l'inflation dans la hiérarchie des préoccupations des Français aujourd'hui? Eh bien écoutez, c'est la préoccupation numéro 1 des Français, c'est la préoccupation numéro 1 d'ailleurs de tous les citoyens dans toutes les démocraties dans le monde, parce que c'est une étude sur une trentaine de pays. On a noté la montée de cette perception depuis 1 an et demi maintenant. Pendant quelques mois après les incendies de la dune du Pilat, la transition écologique et énergétique était dans le top des préoccupations, mais là, ça fait maintenant quasiment 1 an que l'inflation est de retour. Alors, je donnais ce chiffre assez inquiétant quand même, en tout cas en termes de perception. Vous avez 30% des Français, près d'1 sur 3, qui déclarent vivre avec une situation financière difficile ou très difficile. Exactement. C'est donc quasiment un tiers de la population et c'est en hausse d'à peu près 10 points par rapport à l'année dernière. Donc on voit bien que notamment pour les plus précaires, les problématiques de l'inflation, notamment l'inflation alimentaire, pèsent sur les foyers. Alors, ce qui est assez frappant, quand on parle de l'inflation, c'est qu'il y a souvent un écart très important entre la réalité statistique et la perception. Qui a tort, qui a raison, c'est un vaste débat. En tout cas, c'est assez flagrant de voir que l'inflation nourrit un sentiment de crise économique, alors qu'on voit il y a d'autres paramètres qui infirment ce diagnostic. Je prends par exemple l'emploi en France qui se porte très bien. Exactement. Et c'est même intéressant de noter que 44% de nos compatriotes pensent que notre pays est en récession, ce qui techniquement est faux. La croissance a été de plus de 2 points l'année dernière, 0,4 au premier trimestre. C'est un sentiment qu'on retrouve d'ailleurs partout dans le monde. Quasiment la moitié des citoyens dans le monde pensent que leur pays est en récession, alors que le vrai chiffre, c'est qu'il y a un tiers des économies en récession. Alors, mais ça, c'est très important comme paramètre, parce que vous avez aussi interrogé les populations sur leurs anticipations. Comment voient-ils les choses dans les mois, dans les années à venir? Alors justement, à quoi s'attendent les pays, la globalité des pays que vous avez interrogés, et plus particulièrement la France, à propos de l'inflation? Alors c'est une question importante parce qu'on sait bien que la confiance des ménages, c'est une partie importante de l'économie. La capacité des gens à dépenser, à investir, à se projeter dans l'avenir. On n'achète pas une voiture si on pense qu'on ne va pas gagner plus dans quelques temps. Exactement. Et notamment tous les achats, on va dire, d'investissement, tous les achats, on va dire, un petit peu superflus, on voit bien qu'il y a des arbitrages depuis 1 an. Alors, où en sont les Français? Il y a une forme de pessimisme qui est encore latent. 75% pensent que l'inflation alimentaire va continuer et que ça va s'accélérer. C'est un peu moins qu'avant, mais ça reste quand même 3/4 des compatriotes. 57% nous disent que ça va prendre au moins 1 an pour établir la situation, qu'on retrouve une forme de normalité, donc 1-2%, qui était l'inflation historique qu'on a pu constater. 17% n'y croient pas, et ça, on voit ça partout dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir que ces indicateurs commencent à s'infléchir, à baisser un petit peu. Il y a un début de bosse, comme on dit. Il y a un début, il y a un début d'affaissement, donc c'est pas le début de la fin, mais c'est peut-être la fin du début. Mais alors, qu'est-ce qui, d'après les personnes que vous avez interrogées, nourrit la hausse des prix? Ça, c'est très intéressant comme item, comme question, parce que, alors d'abord, on va voir que les réponses sont très variables d'un pays à l'autre, mais alors commençons par la France. Les Français, ils se disent l'inflation, d'où elle vient, qu'est-ce qui la nourrit? Alors, les Français nous disent principalement 3 choses. L'inflation vient de la situation économique mondiale, des politiques du gouvernement et des profits des entreprises. Ah, tiens. Ça, ce sont les trois sujets qui reviennent en numéro 1. Les profits des entreprises. Les profits des entreprises, les profits élevés des entreprises. Et c'est vrai que les entreprises, généralement, depuis la fin de la crise Covid, ont des taux de profit qui sont supérieurs à ce qu'on pouvait constater avant. Alors, c'est quelque chose qui est extrêmement polarisant dans le monde. Il y a des pays qui mettent ça dans leur top 3 des préoccupations et d'autres pas du tout. Et on voit qu'il y a un couple entre les profits des entreprises et les salaires, par exemple. Donc les Français nous disent que les hausses de salaire n'alimentent pas l'inflation, ce qui économiquement on pourrait le débattre, au même titre que le profit des entreprises. Alors on rappelle, l'inflation sur 1 an en France c'est 5,9%, et Geoffroy Roux de Bézieux du MEDEF rappelait quand même hier dans les colonnes du Figaro que les salaires c'est plus 5,8% sur 1 an. Donc on peut dire, et quelque part, que les salaires ont accompagné l'inflation. Il y a une corrélation, il y a sans doute une forme de causalité aussi, puisque les salaires, on le retrouve dans les prix des biens de consommation et des services, bien évidemment. Mais pour les Français, c'est pas ça vraiment le sujet numéro 1. Le sujet numéro 1, c'est les profits des entreprises. Que les entreprises donc le profitent partage de la situation. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays, notamment
notamment les pays anglo-saxons où c'est un petit peu inversé. Alors, vous avez dit aussi la politique économique du gouvernement qui pourtant s'efforce de communiquer sur le fait qu'il soutient le pouvoir d'achat des Français, avec par exemple le bouclier tarifaire sur l'énergie qui arrive bientôt à échéance. Oui. Il y a un échec politique du gouvernement à faire comprendre cela aux Français, ou en tout cas à leur faire passer ce message. Alors, sur la communication, il y a sans doute des choses à dire. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on prend toutes les préoccupations sur les dernières années, que ce soit le Covid, l'inflation ou la transition énergétique, les Français nous disent on en fait déjà beaucoup, Oui. ce n'est pas à moi d'en faire plus. Donc ce n'est pas que lié à la situation inflationniste, c'est un sentiment général Oui. vis-à-vis de la capacité des États à accompagner, à protéger leurs citoyens. Alors on va finir là-dessus, c'est que globalement, on sent que l'inflation nourrit la crainte du déclassement, de la paupérisation, qui était déjà un thème important quand même dans le débat public français. Mais alors, ça traduit aussi une crainte plus immédiate, c'est le risque que l'inflation aboutissent à des augmentations d'impôts. Les Français sont persuadés, plus de 2 sur 3, Oui. que les impôts vont augmenter. Que les impôts vont augmenter, exactement. Et quelque part, les États ont augmenté. Quand je dis les États, c'est au niveau mondial. Il y a une augmentation de la dette publique absolument faramineuse. Donc la question maintenant, c'est comment est-ce que cela va se rembourser. L'inflation, là encore, si on parle un petit peu d'économie, est un bon moyen de rembourser la dette, puisque l'argent coûte moins cher. Mais on voit bien que nos citoyens et nos concitoyens ont cette crainte. Il y a un moment, il va falloir payer le prix de ces politiques. Et on rappelle la promesse d'Emmanuel Macron, au moins ne pas augmenter les impôts, augmenter la pression fiscale. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Alexandre Guérin, le directeur général d'Ipsos France, merci à vous. Bonne Merci journée. beaucoup.